Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus dans ce studio de Test Achat pour une nouvelle rencontre autour de ma table ronde avec des experts sur des sujets très divers et variés. Comme Test Achat en a l'habitude depuis 1957 puisque c'est une association d'aide aux consommateurs, une association belge et indépendante qui vous aide toutes et tous depuis donc les années 50 déjà à vous dépêtrer de vos choix, de tous les aspects de votre vie quotidienne, que ce soit pour des achats mais aussi des problèmes de santé ou des problèmes de conflit éventuellement avec un fournisseur. Vous avez vraiment toutes sortes de thématiques qui sont abordées. Tous ces sujets évidemment sont repris sur le site de Test Achat, testachat.be. Que vous soyez abonné ou non, il y a déjà du contenu très intéressant qui vous y est accessible. Et bien entendu, si vous êtes abonné, le contenu premium est toujours encore plus intéressant, mais ça allait de soi, il me semble. Aujourd'hui, on va aborder quelques thématiques assez typiques de l'été encore. On va parler de festivals et surtout de ce que vous pouvez faire au cas où votre festival pour lequel vous avez vos billets est annulé. Qu'est-ce que vous avez comme droit dans une situation comme celle-là ? Quels sont vos droits aussi en cas de retard des trains ? Et ça, c'est valable évidemment en été, mais c'est une réglementation en fait qui est valable pour toute l'année. Donc même en hiver, ça pourrait vous intéresser. On va parler de suppléments que certaines compagnies aériennes demandent pour les bagages à main. Est-ce que c'est bien légal ? Et puis on va quitter totalement un sujet estival pour parler des bonus pensions. Mais pourquoi pas en parler en été ? On a le temps et peut-être l'esprit plus disponible pour ça. On commence tout de suite avec notre première thématique de cette émission. Quels sont vos droits en cas d'annulation de votre festival ? Et c'est Julie Frère qui est déjà à mes côtés. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Alors, on va parler festival d'été, mais festival tout court. Il y a des festivals toute l'année maintenant. Exactement, mais c'est vrai que là, c'est plus dense. En été, c'est plus dense, effectivement. Donc, on apprend pour X raisons que le festival pour lequel on a acheté des billets, parfois très chers, est annulé. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Quelle est la première chose, la meilleure chose à faire ? Alors, je pense que le réflexe qu'il faut de toute façon avoir, et d'ailleurs il vaut mieux l'avoir au moment où on achète les billets plutôt qu'au moment où le problème se pose, c'est de lire les conditions générales. Ah oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour savoir justement ce qui est prévu en cas d'annulation. Alors, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, en cas d'annulation d'un festival, on va avoir l'option soit du remboursement, soit de ce qu'on appelle un voucher, un bon à valoir, etc. Et donc, ça doit être au choix du consommateur. Quand rien n'est prévu dans les conditions générales, c'est un peu les règles de droit commun qui s'appliquent. Et donc, normalement, c'est plutôt l'option du remboursement qui est à disposition des festivaliers et festivalières. D'accord. Et ça, c'est valable pour toutes les causes d'annulation ? Alors, c'est justement ça la question. Il y a parfois des discussions quand il y a par exemple une annulation pour cas de force majeure. On a toujours des discussions sur les cas de force majeure, que ce soit dans les festivals, les annulations d'hôtels, d'avions, etc. Alors, par rapport à cet aspect-là, nous estimons qu'on ne peut pas obliger un consommateur à accepter un bon à valoir. Parce que en fait, ça créerait un déséquilibre entre les obligations et les droits des parties. Ça voudrait dire que le festival pourrait décider unilatéralement qu'il déplace, qu'il annule, qu'il reporte, qu'il change de lieu. Donc, en fait, se réserver tous les droits et vous avez l'obligation, en fait, d'accepter, de s'y conformer. De vous y conformer. Voilà. Ça, en fait, ça s'appelle une clause abusive. Ça crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. C'est d'ailleurs aussi l'interprétation qui est suivie par le SPF Économie. Et donc, on l'a récemment vu encore dans l'actualité, des festivals qui avaient été annulés en raison de très mauvaises conditions météorologiques qui ne permettaient pas d'assurer la sécurité des festivaliers et des festivalières. Et on voyait qu'on imposait l'obligation vraiment d'accepter un bon à valoir. Donc là, évidemment, on a fait un petit rappel à l'ordre aux personnes concernées. Attention. Et donc, il faut que les personnes qui veulent un remboursement puissent l'exiger. Si les autres sont OK avec le fait de recevoir un voucher, tant mieux. Oui, bien sûr. Mais le choix doit demeurer. Donc pour nous, en fait, même si dans les conditions générales, il est indiqué qu'en cas d'annulation, ce sera toujours un bon à valoir, nous estimons que c'est une clause qui est illégale, qui n'est pas applicable et que même dans ce cas-là, le consommateur devrait pouvoir exiger un remboursement. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se fait par exemple si on demande un remboursement et qu'on ne parvient pas à l'obtenir ? Mais écoutez, il faut faire preuve de force de caractère, il faut être têtu. Vous savez, ça fait des années que je travaille chez Test Achat et c'est bien quelque chose que j'ai appris, c'est que parfois même quand on est dans son bon droit, qu'on connaît ses droits, déjà c'est pas toujours évident, il faut les connaître.
bien-être. Il faut ensuite réussir à les faire respecter. Et donc, moi, à titre personnel, ce que je fais, c'est que je mets des petits rappels dans mon agenda toutes les 3 semaines pour contacter l'organisateur en demandant d'être remboursé. Et je fais ça toutes les 3 semaines. Je dis, vous ne m'avez toujours pas remboursé. Mais écoutez, malheureusement, ça marche comme ça. Avec beaucoup d'entreprises, ça ne devrait pas être le cas. On peut aussi, évidemment, interpeller Testachat. On peut aussi le signaler à l'inspection économique sur le point de contact. Et je pense que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important aussi. Si vous acceptez un bon à valoir et que malheureusement les organisateurs du festival font faillite, ce qui peut arriver, eh bien, vous n'êtes pas couvert contre... C'est sur des bons à valeur qui ne sont pas couverts contre l'insolvabilité. Donc, c'est perdu. Donc, voilà, il faut aussi être conscient de ça au moment où on fait le choix entre le remboursement ou le voucher, qu'il y a ce risque potentiel de ne pas être remboursé. Il n'y a pas de garantie que l'année suivante, le festival va pouvoir avoir lieu et peut-être qu'entre les deux, à cause justement de toutes ces annulations... voilà, alors en fait, c'est ça qui n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre les deux parce qu'il y a des petites initiatives et on voit effectivement que quand le festival est annulé, si tout le monde se met à demander le remboursement, on risque la faillite du festival. Et en même temps, si toutes les personnes acceptent le voucher mais que la situation financière est fragile, il y a quand même un risque aussi qu'en cas de faillite, toutes ces personnes perdent leur argent. Donc je pense aussi que c'est vraiment important que les organisateurs soient responsables et fassent une gestion sérieuse en amont pour éviter ce type de situation ensuite en aval qui mettent un peu tout le monde en difficulté alors qu'au festival on a envie de s'amuser, on a envie de profiter. Bien d'accord. C'est pas le but on est bien des d'accord. Voilà. Et alors juste pour savoir, pour avoir la fin de l'histoire, donc toi tu mets un rappel dans ton agenda et à l'usure, tu as toujours obtenu réparation? J'ai toujours obtenu réparation, mais je vous assure vraiment un petit rappel toutes les 3 semaines, ça prend pas beaucoup de temps. Vous faites un petit copier-coller du dernier mail que vous avez envoyé en disant je n'ai toujours pas reçu de réponse. Je vous rappelle que vous me devez autant. Et quand on ne se laisse pas faire, ça finit par marcher. Et ce qui marche très très bien aussi, c'est de dire si vous ne me payez pas, je vais confier mon dossier à Testachat. Ça, évidemment, ça marche à tous les coups. C'est vraiment un bon épouvantail à agiter. Hein. C'est vraiment, on peut même dire, j'ai déjà contacté Testachat. Ils sont sur le coup. Ils sont sur le coup. Vous allez avoir des ennuis. Exactement. N'hésite pas à utiliser l'arme. C'est bon à savoir. Merci beaucoup en tout cas, Julie. On va effectivement suivre tes conseils. Tu restes avec moi? Je reste avec plaisir. Puisqu'après les festivals, on va maintenant parler transporteurs aériens. On reste en vacances. On reste en vacances, en voyage en tout cas. De plus en plus, certains transporteurs aériens demandent qu'on paye un supplément pour un bagage à main. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autorisé? Effectivement. Alors, il y a plusieurs compagnies, dont Ryanair, Vueling, EasyJet, Wizz Air, qui facturent des suppléments pour des bagages à main. Alors, est-ce que c'est légal? J'imagine que les compagnies aériennes pensent que oui. Nous, chez Testachat, on pense que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui a été rendu, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui considère qu'un bagage à main de taille et de poids raisonnable doit faire partie intégrante du prix du billet. C'est aussi l'avis d'une autorité de contrôle espagnole qui vient d'imposer une amende de plus de 150 millions d'euros aux 4 compagnies aériennes que je viens de citer, parce que justement, elles facturent des suppléments pour les bagages à main. Pourquoi c'est problématique? Parce que très souvent, c'est quelque chose qui vient s'ajouter en fin de parcours. Donc, quand tu veux comparer les prix de tes billets d'avion, eh bien souvent, c'est très compliqué à faire. Tu dois d'abord faire tout le processus, ajouter ton bagage pour avoir ton prix, pour ensuite le comparer avec celui d'un autre transporteur aérien. Donc ça nuit gravement à la comparaison. Et nous estimons qu'en fait, ce serait beaucoup plus facile si au niveau européen, on avait des règles claires qui s'imposent auprès de toutes les compagnies aériennes par rapport aux tailles des bagages à main qu'on peut prendre sans se voir facturer de suppléments. C'est vrai que ça manque de clarté. Mais donc, le bagage à main n'est pas gratuit dans l'avion? Alors, le bagage à main n'est pas gratuit dans l'avion auprès de certaines compagnies aériennes seulement. Il y a d'autres suppléments qui sont aussi facturés par des compagnies aériennes qui ont d'ailleurs aussi été jugés illégaux par cette autorité de contrôle espagnole. Par exemple, il faut payer pour pouvoir s'asseoir à côté d'un enfant mineur. Ça, l'autorité espagnole a également jugé que c'était illégal. Une personne qui accompagne une personne handicapée doit également obligatoirement payer pour pouvoir s'asseoir à côté de la personne handicapée. Pour avoir la garantie que le ticket qu'elle prend soit bien qu'elle soit à côté. Bien assise l'une à côté de l'autre. Ça a aussi été jugé contraire à la réglementation par l'autorité espagnole. Il y a d'autres types de suppléments qu'on voit un peu partout. Certains sont légaux. Donc, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle des
une no-show clause. Donc, si vous ratez, par exemple, une étape de votre voyage et que vous ne confirmez pas dans un certain délai la suite de votre voyage, eh bien, on va annuler vos vols suivants. C'est toujours très opaque, le secteur des compagnies aériennes. Et donc, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup plus de clarté sur ces suppléments. On voit aussi que, par exemple, quand vous faites une petite faute de frappe au moment où vous réservez votre billet et que vous vous en rendez compte trop tard, que vous voulez ensuite changer, souvent, on vous facture des frais pour le faire ou c'est impossible. Tout ça, ce sont des clauses qui sont franchement pas très orientées consommateurs, pas clair, et donc on demande à l'inspection économique de venir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça de notre côté. Effectivement, c'est vrai qu'en général, même quand on accepte les coûts, les surcoûts, etc., une fois qu'on a son billet, je me suis rendu compte aussi récemment que même en ayant sa réservation, il est très compliqué de savoir ce pourquoi on a payé. Oui, tout à fait. À quoi on a réellement droit. Quel est réellement il y a tellement de suppléments maintenant que c'est vraiment compliqué. Qu'il n'y a pas de clarté. On voit par exemple, si vous voyagez avec un enfant aujourd'hui, il y a des compagnies aériennes qui vont vous faire un prix réduit pour pouvoir voyager avec un enfant, mais il y en a d'autres qui vous facturent le tarif plein pour voyager avec l'enfant et qui en plus vont vous obliger à payer un supplément pour que cet enfant sûr d'être soit à côté de lui. Donc vous allez payer plus cher pour voyager avec un enfant que si vous partiez entre adultes. C'est quand même assez paradoxal. Ça manque franchement de bon sens. Bon, ça c'est pour pour les suppléments de cet ordre. Mais maintenant, il y a un autre aspect que je voudrais aborder avec toi. Brussels Airlines, assez récemment, a annoncé une nouvelle taxe environnementale. Est-ce que c'est un de ces suppléments ou bien est-ce que c'est autre chose? Alors ça, c'est tout à fait autre chose, cette taxe environnementale. En fait, c'est Brussels Airlines qui fait partie du groupe Lufthansa qui annonce qu'en raison de toutes les réglementations qui ont lieu aujourd'hui pour assurer une transition verte, parce qu'on sait que le secteur aérien est responsable en grande partie de pollution, évidemment, de contribution à l'effet de serre. Et donc, il y a des mesures qui s'imposent aux compagnies aériennes qui sont parfois coûteuses. Et en fait, elles répercutent ces nouvelles obligations sur les consommateurs. Nous, on a beaucoup de mal avec ça parce que c'est un petit peu comme si, quand il y a des nouvelles exigences de sécurité, on viendrait dire aux gens, voilà, on vous impose une nouvelle taxe de sécurité. Quand on doit gérer son personnel qui a des obligations en droit du travail, est-ce qu'on impose une taxe en droit du travail? Ça n'a pas beaucoup de sens. On trouve que c'est pas non plus une bonne façon d'intégrer vraiment cette responsabilité du secteur aussi d'aller vers une transition verte. Et puis ça fait un petit peu, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe. Et à cause de l'Europe, vous devez payer. On pense vraiment que ça nuit à la transition verte à laquelle on doit tous et toutes contribuer. Mais un point important sur lequel je voulais venir aussi, c'est que par rapport à tous ces suppléments qui sont facturés aujourd'hui, on a lancé une action chez Testachat. Ah mais évidemment. D'une part, on a porté plainte auprès de l'inspection économique pour dénoncer le caractère illégal des suppléments qui sont facturés. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait? On met en ligne un formulaire qui est accessible à tous et toutes sur notre site, sur lequel vous pouvez remplir les données qui sont liées au vol que vous avez pris et au supplément que vous auriez dû payer. Imaginons que vous avez dû payer un supplément pour pouvoir prendre votre bagage de 10 kilos. Eh bien, vous pouvez indiquer le prix que vous avez payé, les dimensions de votre bagage, etc. Gardez bien tous les documents, parce que nous estimons que si notre action plutôt administrative ne mène pas à des effets concrets, eh bien, on va envisager éventuellement d'aller en justice pour que les personnes qui ont payé pour ces suppléments soient remboursées. Donc, allez voir sur notre site ce formulaire et gardez bien les preuves, de paiement que vous avez effectuées. Mais avec grand plaisir, ça va être fait, mais sans hésiter une seule seconde. Le lien est sur notre site facilement visible, c'est testachat.be/supplément bagage. Comme ça, vous avez toutes les infos. Vous avez noté, on se retrouve sur cette page-là, j'irai voir aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Avec Encore plaisir. Une fois, des bons conseils et j'espère que cette action portera ses fruits comme beaucoup d'autres que tu as pu venir nous apporter autour de cette table. À très bientôt, Julie. À bientôt. Au revoir. Et nous allons maintenant parler des retards des trains. Tiens, ça c'est un sujet qui n'arrive quand même pas très souvent. Si, tout le monde a fait cette expérience, bien entendu. C'est Julie Derome, qui est coordinatrice du service juridique, qui vient me rejoindre. Bonjour Julie. Stéphanie. Alors, les retards des trains, un mythe, une réalité? Je crois que ça dépend un peu de la compagnie, à quel moment vous le prenez, mais oui, ça arrive, comme Bien tous sûr. les moyens de transport. Et surtout, je me dis que si Testachat s'en empare, c'est que c'est quelque chose qui est très très réel et on sait bien que c'est un sujet de plainte récurrent. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire si mon train est en retard ou bien s'il est annulé?
Alors, c'est déjà une question très vaste qui a déjà beaucoup de sous-questions, j'ai l'impression. C'est ça, parce qu'en fait, il faut voir ce qu'on entend ou ce que la législation entend par en retard ou annulé. Bon, une annulation, c'est simple, c'est un train qui n'arrive pas ou qui ne part pas. Enfin, voilà, c'est une annulation. Ça, c'est assez clair. C'est très, très clair. Un retard, ça va dépendre en fait du moment auquel le train va arriver. Donc on va considérer qu'il y a un retard quand il y a une arrivée de plus de 60 minutes plus tard que ce qui était initialement prévu. On a comme ça plusieurs cas au service juridique. Mais donc on a par exemple le cas classique d'un membre dont le train est parti à l'heure, il y a eu un pépin en route et est arrivé avec 1h30 de retard. On est au-delà des 60 minutes sur l'heure d'arrivée, donc on n'a pas de souci. Il peut prétendre à... on va en parler, les indemnisations en cas de retard. Par contre, on a eu un cas où le train est parti avec 70 minutes de retard, donc 1h10 à peu près, mais a rattrapé au fur et à mesure, c'était un train à grande vitesse, son retard en chemin. Il est arrivé avec 58 minutes de retard sur l'horaire affiché. On a beau dire dans le langage commun, on est arrivé en retard, effectivement, 1 heure plus tard, 58 minutes, c'est pas 60 minutes. Et donc à ce moment-là, on ne parle pas en termes, en tout cas ici, pour prétendre à une indemnisation de retard dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais dans les deux cas, le voyageur a en fait un choix qui est offert à lui. C'est soit il renonce à son voyage, parce que le retard est trop important ou l'annulation fait que il est un peu le bec dans l'eau, soit il choisit de poursuivre son voyage via un trajet alternatif, par exemple. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les options pratiques. Voilà. Maintenant, tu as abordé le sujet des indemnisations possibles. Facile à dire. Dans quel cas, justement, est-ce que j'ai droit à une indemnisation Oh, shit. Je pense qu'il est temps que je prenne mes vacances. Voilà, en train peut-être. Une indemnisation. Donc ça va vraiment dépendre du choix qu'il va effectuer. Soit il choisit, donc il fait le choix de renoncer à son voyage. Et à ce moment-là, il peut le demander un remboursement intégral de son billet. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a un membre qui avait un Charleroi-Bruxelles-Ostende. C'est le Bruxelles-Ostende qui a posé problème. Donc, il va demander le remboursement de son Bruxelles-Ostende, mais il va aussi pouvoir demander le remboursement de son Charleroi-Bruxelles parce que cette partie-là du voyage n'avait plus de sens dans le cas de son voyage complet. Donc, le droit à remboursement est étendu à l'ensemble du voyage si une partie du voyage perd son sens et est évidemment étendu au trajet retour. Évidemment, si ça se passe à l'aller. Mais la renonciation, elle ne fonctionne que si le train a du retard à l'arrivée en gare, au départ en gare. Si le retard se fait alors qu'on est déjà... oui, voilà. Quand on est à 20 minutes de la destination... C'est pour ça que ça va dépendre dans quel cadre ça arrive et si l'ensemble du trajet, le reste du trajet a du sens ou pas. Quelqu'un qui part de chez lui, de Charleroi, pour passer 3 jours à Ostende et qui doit rebrousser chemin, voilà, effectivement. Mais quelqu'un qui était sur le chemin du retour, son premier trajet, lui, aura du sens. Ce n'est exclusivement que le deuxième trajet qui ouvrira à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est important de savoir que même si on a un voyage morcelé, on peut prétendre à un remboursement plus large que ce qu'on pourrait initialement penser par rapport à ce qui arrive. D'accord. Donc ça, c'est si on renonce au voyage. Par contre, on a tout à fait la possibilité de dire, moi, je le continue. Alors, on poursuit ce voyage avec un trajet alternatif, soit tout de suite, soit on dit, je le poursuis, mais plus tard. Donc, on peut postposer ce voyage. Il faut savoir que là, il y a une obligation de la compagnie ferroviaire qui, notamment, vous donner l'alternative dans les 100 minutes qui suivent. D'accord. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous-même choisir de la manière dont vous poursuivez votre voyage. Dans ce cas-là, ce qu'on peut demander, c'est une compensation qui, elle aussi, va dépendre de la durée du retard à l'arrivée toujours et qui va varier c'est soit de 25%, soit de 50% du prix du billet en fonction de la durée du retard. Donc là, ça dépend un peu au cas par cas. Avec une petite particularité, mais qui est de bon sens, c'est que on a eu un membre comme ça qui a pris son billet alors que le retard avait déjà été annoncé en gare. Il est évident que dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir demander cette compensation. On le savait au moment où on a pris les billets. On prend le billet, exactement. Ça, c'était vraiment pour faire la distinction, mais dans les deux cas, il y a une chose qui est
primordial aussi et qui incombe aux compagnies ferroviaires, c'est qu'elles doivent porter assistance. C'est-à-dire qu'on doit prévoir à manger, à boire quand des trains sont bloqués en quai, quand les durées d'attente sont vraiment longues, etc. Dans certains cas, si c'était le dernier train du soir et qu'on a des gens qui sont loin de chez eux, on doit pouvoir les loger sur place, il faut pouvoir prévoir un hébergement. Cette assistance implique aussi les trajets entre la gare et l'hébergement, etc. Mais donc voilà, il y a là aussi une assistance qui peut être demandée et dont on peut se faire rembourser le cas échéant en fonction des circonstances, les frais. Une petite précision que j'aimerais intercaler. Ici, tu as pris l'exemple, par exemple, d'un Charleroi-Bruxelles, Bruxelles-Ostende. Ce sont des règles qui s'appliquent uniquement au réseau belge ou bien ça s'étend hors de Belgique également? Alors, c'est une législation qui est européenne. Donc, ça vaut pour les trajets transfrontaliers. En Belgique, on a fait le choix de calquer nos législations nationales sur cette législation européenne. Mais il est possible que certaines législations nationales soient différentes et ne s'appliquent à ce moment-là qu'aux trajets nationaux et locaux. D'accord. Mais ça s'applique en tout cas à tous les trajets transfrontaliers européens. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. C'est important, c'est une précision importante quand même. Bon, on a parlé de possibilité d'être indemnisé. Comment est-ce que je peux, mon train effectivement a eu du retard ou a été annulé, comment introduire une demande d'indemnisation? Ça y est, c'est vraiment ce mot-là. C'est une compensation. demande d'indemnisation ou de compensation. Je parle trop vite, en fait, c'est ça. C'est comme un train à grande vitesse, voilà. À l'ère de la technologie, aujourd'hui, c'est relativement facile. C'est-à-dire qu'on peut, en tout cas avec la SNCB, on peut le faire en ligne, directement sur le site de l'entreprise. On voit que dans les propositions qui sont faites, soit c'est un remboursement sur compte bancaire, soit c'est en bon à valoir, bon d'achat, etc. Mais c'est au libre choix du consommateur qui peut choisir ce qu'il préfère. Le petit tip que je peux peut-être donner, c'est de dire, en vue de faire cette réclamation, c'est de conserver toutes les preuves possibles de l'annulation du retard. La meilleure preuve qu'on puisse avoir, c'est obtenir une espèce d'attestation en gare. On peut aller au guichet et demander une attestation comme quoi le train était annulé ou avait du retard. Si c'est pas possible parce que le guichet est fermé, on est dans un horaire qui ne le permet pas, un screenshot du tableau d'affichage, une photo du tableau d'affichage, un screenshot sur notre téléphone, par exemple, de l'app des trains, etc. Mais tout ce qui va permettre d'appuyer notre demande de compensation et d'éviter au maximum les discussions au moment où on les introduit. Maintenant, il y a aussi toute une série d'exceptions dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais il est possible que dans certains cas que l'entreprise, la compagnie va considérer comme étant de la force majeure, ces remboursements, ces compensations et indemnisations ne seront pas dus parce que c'est indépendant de la volonté de la compagnie aérienne. Non, il faut savoir qu'une grève... Ferroviaire. Ferroviaire, absolument. Tu as aussi besoin de vacances. Il faut savoir qu'une grève du personnel n'est pas considérée comme un cas de force majeure parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Oui. Mais donc voilà, quelqu'un qui fait un malaise dans le train, par exemple, pourrait être considéré une météo extrême dans certains cas. Enfin, de neige sur les voies, ça dépend un peu de nouveau cas par cas, mais c'est une possibilité qui existe dans le cadre de l'indemnisation. Bon à savoir. Voilà. Et donc c'est noté. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Julie Derome, pour nous parler de tout ça. À bientôt. À bientôt. Bonnes vacances, repose-toi bien. Toi aussi. Moi aussi, c'est promis. Et nous allons aborder notre dernier sujet du jour. On va parler de la pension et du bonus pension. Et ça, on va le faire en compagnie de France Kowalski, notre coordinatrice des services financiers. Bonjour France. Attends, je vais t'aider. Bonjour Stéphanie. Mais tu sais que je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, tu vas tout savoir sur le bonus pension, parce que c'est pas très compliqué en fait. Donc, c'est un montant dont tu vas pouvoir bénéficier si tu continues à travailler alors que tu pourrais déjà partir à la pension. Ah, c'est bon à savoir. Oui. Mais qui a droit à ce bonus ? Alors, c'est un bonus que tous les travailleurs peuvent obtenir. Donc, ça vaut tant pour les salariés que pour les indépendants, que pour les travailleurs du secteur public. Ça vaut qu'on travaille à temps plein ou à temps partiel.
La seule condition, enfin il y a d'autres conditions, mais une des conditions, c'est qu'on prenne sa pension après le 1er janvier 2025. Donc pour les personnes qui prennent leur pension encore cette année en 2024, elles n'auront pas droit au bonus. D'accord, c'est nouveau. C'est une nouvelle mesure. Enfin, il y a déjà eu un bonus qui a existé par le passé jusqu'en 2015, et puis on l'a supprimé. Et puis maintenant, voilà, il revient en force en 2025. Mais donc, oui. Alors, je reviens sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Oui. Tu as parlé de l'âge auquel on peut prendre sa pension. C'est une donnée qui est quand même un peu floue. En plus, on a entendu tout et son contraire. Oui. C'est quoi exactement ? Alors, en fait, il y a un âge légal de la pension qui est encore aujourd'hui de 65 ans, qui va passer à partir du 1er, que je ne dise pas de bêtises, du 1er février 2025, donc c'est bientôt, il va passer à 66 ans. D'accord. Jusqu'en 2030. Et à partir du 1er février 2030, il faudra avoir l'âge de 67 ans pour pouvoir prendre sa pension de retraite. Okay. Ça, c'est l'âge légal. À côté de l'âge légal, donc là, on peut prendre sa pension, quelle que soit la durée de la carrière professionnelle qu'on a eue. Mais on peut aussi prendre une pension anticipée avant cet âge-là, à condition de remplir d'avoir suffisamment d'années de carrière ? D'années de carrière, oui, c'est ça, voilà. Exactement. Et donc... Et quelle est cette durée de carrière indispensable ? Ça dépend. Oui, ce serait trop sinon, simple. Ce serait trop simple, oui. quand même. C'est simple, mais pas à ce point. Donc, on peut prendre une pension anticipée à partir de l'âge de 63 ans si on a 42 ans de carrière. Et puis, il y a encore d'autres conditions si on a commencé à travailler très jeune. Par exemple, on peut déjà prendre une pension anticipée à 60 ans, mais alors il faut 44 ans de carrière. Donc, il faut avoir commencé à 16 ans. Oui, mais c'est possible, voilà. Bien sûr. Mais donc, ça explique que pour certaines personnes, il y a 2 âges auxquels on peut prendre sa pension. Il y a l'âge légal, qui est donc 65 ou 66 ou 67, et puis il y a l'âge auquel on peut prendre une pension anticipée. Et qui dépend alors de ces fameux 43 ou 44 ans de carrière. Voilà. Et le bonus pension commence à courir à la première de ces 2 dates. D'accord. Donc, si quelqu'un a droit à une pension anticipée, son bonus commencera à courir à partir de la date de la pension anticipée. Bon à savoir. Voilà. Et imaginons que cette personne décide de prolonger sa carrière. Oui. Combien est-ce qu'elle peut espérer gagner comme bonus ? Alors, le maximum qu'on peut obtenir avec un bonus pension, c'est 35 347,59 €. Au total, oui, c'est un bonus en one shot. Okay. Oui. Pas par mois, c'est dommage. Non, il ne faut pas rêver. Alors, on veut bien être généreux, mais quand même pas à ce point. Non. C'est un one shot, effectivement. Oui. Mais ça, c'est vraiment le maximum. Donc, le montant du bonus va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, d'abord, le nombre d'années pendant lesquelles on va continuer à travailler. Donc, si on travaille pendant encore 1 an au-delà de l'âge auquel on peut prendre sa pension, le bonus sera évidemment moins élevé. On peut constituer un bonus durant 3 ans maximum. Donc, même si tu continues à travailler pendant 5 ans ou 10 ans au-delà de l'âge de la retraite, le bonus, ce sera maximum 3 ans. Je pensais à cette prof de chant dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, qui continue à donner cours à 100 ans. Je me dis, elle aurait touché le pactole si elle était en Belgique. Oui, non. Mais non, 3 ans. Non, c'est-à-dire qu'on peut le toucher pendant plus longtemps si on opte pour le versement mensuel, parce que je vais y revenir. Mais c'est la constitution du bonus qui est limitée à 3 ans. D'accord. Alors, ça dépend du nombre d'années durant lesquelles on travaille au-delà de l'âge de la pension. Ça dépend aussi du type de carrière qu'on a eu, du nombre d'années de carrière. Parce que si on a, au moment où on prend sa pension, une carrière de 43 ans et plus, on aura droit à un montant majoré. Donc le bonus sera plus élevé. Si on a moins de 43 années de carrière au moment où on prend sa pension, à ce moment-là, on aura... C'est pas juste ce que je dis, c'est pas au moment où on prend sa pension. Oui, j'allais dire, c'est au moment où on commence à constituer son bonus. D'accord, au moment où on pourrait prendre sa pension et on décide de ne pas la prendre. Voilà, c'est cette date-là qui compte. C'est cette date-là et donc, qui compte. si à ce moment-là, on a déjà 43 ans de carrière,
on a droit à un montant majoré. Si on n'a pas encore les 43 ans de carrière, c'est le montant de base. D'accord. Et donc, ça fait une différence. Et alors, un dernier élément, c'est que de base, par principe, le bonus est versé en une seule fois. Donc, c'est un montant. Alors, les 35 000 € et quelques, là, c'est le montant majoré. Le montant de base, c'est 23 000 et quelques. Ça, c'est le montant si on le prend en une fois, au moment où on part à la retraite. Mais on peut aussi opter pour un paiement mensuel. Et ce paiement mensuel, il sera versé jusqu'au décès. Donc, si on survit très très longtemps, comme la dame qui continue à travailler, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir opté pour le versement mensuel. C'est évidemment une donnée qu'on ne connaît pas au moment où on prend la décision. Donc on ne peut pas dire combien de traites, de combien on va étaler. Alors, j'ai fait un calcul très approximatif, mais il faut toucher le montant mensuel durant un petit peu plus de 20 ans pour que ça dépasse le montant, le versement le montant unique. maximum Donc voilà, il faut quand même vivre assez longtemps. Oui, je suis en train de me refaire le scénario du film Le Viager, mais appliqué à ceci. Oui. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Non. À mon avis... Mais bon, ça c'est personnel, chacun va devoir un petit peu décider pour lui. Mais si on a droit à un bonus, je pense que la plupart des gens vont prendre le montant annuel, le versement unique. Oui. Parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Exactement. Ce montant-là, on le reçoit, on peut le transmettre à ses héritiers, on peut encore en faire ce qu'on veut. Si on opte pour le versement mensuel, bien sûr, il prendra fin au moment du décès. Ça ne pourra pas bénéficier aux héritiers, ça ne pourra pas bénéficier à l'éventuelle pension de survie du conjoint survivant. Donc, oui, c'est un calcul intéressant. Oui, et globalement, est-ce que ça vaut la peine de constituer ce bonus et de continuer à travailler ? Alors, je dirais que ça peut être une opportunité pour toutes les personnes qui ne vont pas avoir une pension mirobolante, parce que il y a des gens qui ont travaillé à mi-temps, il y a des gens qui n'ont pas une carrière complète, il y a beaucoup de cas de figure, des gens qui n'ont pas gagné beaucoup de salaire pendant leur vie active, et donc leur pension va aussi s'en ressentir. Donc ça peut être une opportunité pour un peu arrondir ses fins de mois. Maintenant, si on a une carrière complète, qu'on a toujours travaillé à temps plein, qu'on a eu un bon salaire, la pension va déjà être d'un niveau plus élevé, plus correct. Plus correct. C'est jamais énorme, mais bon, ça peut être d'un niveau plus correct, alors à voir si c'est un incitant suffisant pour continuer encore 2-3 ans à travailler. Ça dépend un peu de chacun. Et si la santé le permet, si effectivement, si on le peut... quand on est salarié, si l'employeur le permet. Aussi. Il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de critères. Oui. Mais ça peut être, comme je dis, ça peut être une opportunité. Donc c'est bon à prendre. Comme tu disais, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de critères, beaucoup de sous-catégories. Si on veut retrouver une source de renseignements pour tout savoir et pour trouver le cas par cas qui nous correspond, où est-ce qu'on va ? On va sur mypension.be. Ah, tout simplement. Donc c'est mapension.be, c'est très facile. Il y a toutes les informations qu'il faut là-dessus. Pour accéder à tes données personnelles, parce que tu as aussi tes données de pension qui sont reprises sur MyPension, il faut s'identifier soit avec It's Me, soit avec un lecteur de la carte d'identité et un lecteur de carte. Et on trouve tout là-dessus. C'est une mine d'informations. Donc, dès qu'on approche quand même un peu, qu'on a la pension là en point de mire, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et il y a toutes les informations en ce qui concerne le bonus de pension sur MyPension. C'est très bon à savoir. Donc, rendez-vous sur mypension.be pour avoir tous les détails de ce que vos pensions vous réservent. Merci beaucoup d'être venu explorer et lever un coin de voile sur ce point que je pense qu'on était nombreux à ne pas connaître. Non, c'est... Donc, merci beaucoup, France. Et je t'en prie. À très bientôt, j'espère. Mais oui, moi aussi. Au revoir, Stéphanie. Au revoir. Et nous arrivons à la fin de cette émission. On a abordé de nouveau plein de thématiques différentes. Avec Julie Frère, on a parlé de vos droits en cas d'annulation de votre festival. Ou bien on a aussi, avec Julie, parlé de la légalité des bagages à main à bord de certaines compagnies aériennes et de tous ces suppléments qu'on nous fait payer mine de rien au fur et à mesure qu'on enregistre nos billets d'avion. Avec Julie de Rome, on a parlé de nos droits en cas de retard
retard de train en Belgique et en Europe. Et avec France Kowalski, on a parlé du bonus pension. Voilà qui clôture l'émission d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, des commentaires ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, vous nous envoyez plein de messages sur nos réseaux sociaux ou bien via le formulaire qui se trouve sur le site de Test Achat. En tout cas, d'ici à la prochaine émission, je vous souhaite à toutes et à tous de faire de bons choix.